Bonsoir, bonnes gens. Alors, on va parler de Hold Up, du documentaire, puisque, en fait, voilà, tout le monde en parle, quoi. Enfin, beaucoup. Alors, je vais donner mon impression, pas tellement à chaud, parce que je l'ai déjà regardé avant-hier, mais disons, nous sommes le 16 novembre, avec un petit peu de distance de réflexion. Alors, d'abord, premièrement, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses qui étaient intéressantes, ah, des informations intéressantes. Un certain nombre d'informations m'étaient déjà connues, d'autres non. D'autres non. Il y a certaines choses que j'ai apprises aussi. Par exemple, ce groupe Grunberg. Ceci dit, voilà, alors, je ne sais pas s'il faut commencer par les choses positives ou les choses négatives. Alors, je vais mettre un bémol par rapport aux choses justement négatives. Il y a une information qui me paraît... enfin, c'est pas une information, mais il y a une façon de procéder qui me paraît un petit peu facile. Ce sont ces allégations, c'est-à-dire de dire, voilà, on présente des personnages avec... des implications qu'on suppute, hein, et on suppute qu'ils jouent un rôle dans toute cette histoire, dans toute cette machination, entre guillemets. Et finalement, ça fait des allégations, c'est-à-dire qu'on dit, oui, voilà, par exemple, hein, bon, on met en lien Bill Gates avec la fondation Bill Gates, avec l'OMS, par exemple, on met en lien la fondation Bill Gates avec, des grands journaux, des médias, ce qui est le cas, hein, d'ailleurs. Mais le lien entre telle information et une autre information, par exemple cette fondation Grunberg, j'ai pas non plus les éléments. Donc ça laisse une impression de soupçons sur tout un ensemble de personnages et de protagonistes qui peuvent être fondés, mais effectivement, ça laisse une atmosphère que d'aucuns qui aimeront critiquer euh, ou voudront critiquer ce genre de documentaire, eh bien, ne vont pas avoir de mal à le faire puisqu'ils vont dire ah oui, c'est complotiste. Et finalement, c'est pas tellement le fait que ce documentaire dévoile des complots, parce que qui est le problème, ou qui est le problème, enfin qui est le défaut de méthode, si vous voulez. C'est pas ça, parce que finalement, je pense que les gens se trompent là-dessus, et justement ceux qui attaquent tout le temps systématiquement euh, les, euh, les fameux débunkers ou les personnes qui attaquent ceux qui se réclament être des lanceurs d'alerte, disent toujours la même chose, vous êtes des complotistes. Mais qu'est-ce que c'est qu'être un complotiste? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais eh bien, être complotiste, c'est dénoncer des complots et des comploteurs. En soi, ça n'a absolument rien de négatif. De là à dire qu'on voit du complot de partout, ou disons une espèce de grand complot, de grand plan déguisé, désigné, etc., derrière tous les problèmes qui nous arrivent, c'est autre chose. La complexité du monde fait que, effectivement, on ne peut pas attribuer tous les phénomènes aux mêmes facteurs. Ce serait trop facile. Mais il n'en est pas moins que les complots existent. Et il n'en est pas moins qu'on puisse, et il est même un devoir de dénoncer ces complots s'ils existent. Si on en fait la preuve, si on en établit, si on a des soupçons même, de dire, ouais, j'ai le soupçon que Bill Gates a quelque chose à voir
dans le fait de forcer, de faire du forcing pour faire du vaccin, qu'il a financé justement l'OMS, un personnage privé qui est à la direction d'une fondation, qui est un mogul de l'informatique et qui tout d'un coup se met aussi à financer avec par ses fonds privés l'OMS. Donc on voit bien qu'il y a des intérêts par l'intermédiaire d'autres structures, infrastructures avec lesquelles il est en cheville et qui ont des intérêts dans les groupes pharmaceutiques. Et de dénoncer ça, c'est pas la mer à boire, c'est pas. Il faut arrêter de tirer sur les complotistes à tout vu, parce que des gens dénoncent qu'il y a des complots. Bien sûr qu'il y a des complots, et c'est important de dénoncer le conflit d'intérêts entre Gilead, les personnes qui sont intervenues sur les plateaux télévisés, Madame Karine Lacombe, etc., d'autres intervenants, et de dire que ces personnes ont des conflits d'intérêts flagrants. J'ai lu le livre de M. Christian Perron, et sur ça, il n'y a pas photo. Donc, on n'est pas quand même on n'est pas non plus des tombées de la dernière pluie. Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Ces complots, c'est bien de les dénoncer. Voilà. Les allégations, ça reste problématique. C'est-à-dire d'avancer des choses sans conclure, sans donner des éléments vérifiables ou disons simplement des allégations. Ça me pose plutôt... c'est pas que ça me pose des problèmes, mais c'est que ça prête le flanc à la critique, effectivement. Mais c'est une petite critique, et j'estime que quand on voit le degré de censure qui est intervenu sur les réseaux sociaux pour absolument faire censurer cette vidéo, quand on voit l'acharnement médiatique sur le journaliste qui a fait cette vidéo, il a apparemment reçu des menaces de mort, etc., etc. Il a des tas de problèmes actuellement. Là, on peut se dire effectivement pourquoi. Et c'est justement ça alimente, bien entendu, la théorie du complot. Puisque, effectivement, qui sont tous ces gens bien intentionnés qui en veulent tellement à quelqu'un qui a peut-être mis un pavé dans la mare et éclaboussé avec cela peut-être un peu trop de monde, c'est possible. Mais en tout cas, il a permis de dévoiler certaines vérités. Et qui se sent morveux se mouche, selon l'expression consacrée. Alors, entre autres, voilà, il y a plein d'informations qui ont été données et qui m'étaient plus ou moins connues. Notamment, tout sur le conflit sur l'hydroxychloroquine. Je pense que les Français suivent ça depuis des mois et qu'ils sont bien au courant maintenant. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On sait très bien que c'est une affaire de gros sous, qu'il y a un laboratoire, Gilead, qui veut vendre sa molécule, le Remdesivir, à 3200 € la dose, contre une molécule qui est, entre autres, préconisé par le professeur Raoult, mais pas seulement. Il n'est pas préconisé. Il la pratique pour lui, pour ses patients. C'est pas la même chose. Il n'a jamais dit utiliser aussi de la chloroquine. Il a simplement dit que la chloroquine pourrait être une solution. Voilà, c'est tout. L'hydroxychloroquine. Voilà. L'hydroxychloroquine, il y a plus de 100 études. Maintenant, il y a plus de 150, je crois, qui sont dessus. Il y a un certain nombre d'études qui n'y sont pas favorables, il y a quand même un certain nombre d'études qui y sont favorables, et c'est la majorité des études. C'est un fait qu'on ne peut plus nier maintenant. L'affaire du Lancet, elle est grosse comme une vache au milieu d'un couloir. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On voit très bien les conflits d'intérêts. Et ceux qui... faut vraiment arrêter de penser que les gens ont deux de QI quand même. Ça va. Là. Alors... par contre, moi, ce que j'ai noté, c'est une information qui a été donnée sur Jacques Attali. Et pourquoi ça m'a interpellé? Parce que, Jacques Attali, on le voit dans le documentaire,
Il est interviewé à un moment avec... il y a plusieurs séquences qui sont retransmises de lui. Une fois donc où il dit, voilà, ce sera pour le prochain président, je le pressens, et Macron, parlant d'Emmanuel Macron, et je sais même ça, c'est la personne qui lui succédera. Bon, ça c'était avec un sourire en coin, on voit bien le personnage qui a des informations, on pourrait dire, d'initié, quoi. Bon, euh, je referme la parenthèse, mais en plus de ça, on voit à un moment une intervention où Jacques Attali et Macron sont là, présents, et on voit bien la connivence qu'il y a entre les deux. On voit bien que, quelque part, si vous voulez, pour moi, j'ai interprété ça, Emmanuel Macron est le fils spirituel de Jacques Attali. C'est ce qui m'est apparu, sauté aux yeux. Et ensuite, il y a eu un article qui a été cité donc, dans ce documentaire Hold Up qui m'a vraiment attiré l'attention. Et je l'ai même donc recherché sur Internet. C'est un article de l'Express, donc une conversation de Jacques Attali publiée le 3 mai 2009. Voilà, changé par précaution. Alors je vous lis l'article et vous allez voir, vous allez vous rendre compte pourquoi ça m'a interpellé. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a vraiment peur. Elle met d'abord en place des mécanismes de défense, parfois intolérables, entre parenthèses des boucs émissaires et des totalitarismes, parfois futiles, de la distraction, parfois efficaces, des thérapeutiques, écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs. Notez bien cette phrase. Puis, une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle, je me demande comment, et les inscrire dans une politique de santé démocratique. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Nous sommes le 3 mai 2009, quelques jours auparavant, fin avril, j'ai plus la date en tête, mais l'OMS avait déclaré la pandémie sur la grippe H1N1. Vous voyez ? Donc on est quelques jours après. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Une peur structurante. Si elle n'est pas plus grave que les deux précédentes, peur liée à un risque de pandémie, la crise de la vache folle en 2001 en Grande-Bretagne et celle de la grippe aviaire en 2003 en Chine, elle aura d'abord des conséquences économiques significatives. Chute des transports aériens, baisse du tourisme et du prix du pétrole. Alors, vous voyez un petit peu déjà les parallèles qu'on peut faire. Chute du transport aérien, baisse du tourisme et prix du pétrole. On y est. Elle coûtera environ 2 millions de dollars par personne contaminée et fera baisser les marchés boursiers d'environ 15%. Son impact sera très bref. Le taux de croissance chinois n'a baissé que pendant le deuxième trimestre de 2003 pour exploser à la hausse au troisième. Elle aura aussi des conséquences en matière d'organisation. En 2003, des mesures policières très rigoureuses ont été prises dans toute l'Asie. On a refait la même chose. L'Organisation mondiale de la santé a mis en place des procédures mondiales d'alerte. Et certains pays, en particulier la France et le Japon, ont constitué des réserves considérables de médicaments et de masques. Si elle est un peu plus grave, ce qui est possible, puisqu'elle est intransmissible par l'homme, elle aura des conséquences véritablement planétaires. Économique, les modèles laissent à penser que cela pourrait entraîner une perte de 3 trillions de dollars. Alors, je sais pas ce qui je sais pas, parce que trillion en anglais, ça a une autre signification que trillion en français. Et trillion, ça fait un million de milliards. Alors, je sais pas si c'est un petit peu beaucoup ou si c'est 3000 milliards de dollars. Je pense que c'est plutôt 3000 milliards de dollars. Mais enfin bon, bref, c'est une somme très conséquente. Soit une baisse de 5% du PIB mondial. C'est pour ça que 3000 milliards de dollars me semble plus adapté. Et politique. En raison des risques de contagion, les pays du Nord auront intérêt à ce que ceux du Sud ne soient pas malades et ils devront faire en sorte que les plus pauvres aient accès aux médicaments aujourd'hui stockés pour les seuls plus riches. Et là, j'ai tilté, parce que l'hydroxychloroquine est accessible dans les pays du Sud, en Afrique notamment. Vous comprenez ? Et en Asie aussi, d'ailleurs.
Alors que nous, ici en Occident, en France, on me l'interdit. Et aux États-Unis, c'est une grosse discussion. Vous remarquez? Une pandémie majeure fera alors surgir, mieux qu'aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est très grave, peut-être qu'il y a, là je pense qu'il y a un oubli, n'est pas très grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons. Pour qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place les mécanismes de prévention et de contrôle et des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, vous avez bien entendu, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. Qui dit une fiscalité mondiale dit une entité mondiale. Fiscalité, c'est lié à un pays, à un État. On y vient. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. On y est là. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé en France au XVIIe siècle la mise en place d'un véritable État. En attendant, on pourrait au moins espérer la mise en œuvre d'une véritable politique européenne sur le sujet, mais là encore, bien sûr, Jacques Attali est un internationaliste, un mondialiste, comme sur tant d'autres sujets, Bruxelles est muet. Voilà, donc vous avez vraiment des éléments ici qui sont incroyables. Et ça vient de la bouche de Jacques Attali. C'est tiré, voilà, conversation avec Jacques Attali, le 3 mai 2009, pendant l'époque de l'épidémie de la grippe porcine H1N1, qui n'a pas fait en fait les effets escomptés, puisque la pandémie avait été annoncée en avril, et puis au mois de juin-juillet, l'OMS avait été obligée de se rétracter en disant bon ben voilà, c'est une grippette, et ça fera rien, ce sera un paix dans l'eau, voyez. Alors, moi, ce que je trouve très intéressant, d'abord, première chose, c'est que Jacques Attali énonce les peurs liées à un risque de pandémie, et il énonce la crise de la vache folle en 2001 et celle de la grippe aviaire en 2003. À chaque fois, l'Imperial College de Londres, avec notre fameux Neil Ferguson, avait justement déclenché la crise d'alarme, la sonnette d'alarme, en disant qu'il y allait y avoir énormément de morts. Pour la crise de la vache folle, il y avait plusieurs centaines de milliers de morts, je crois, qui étaient prévus, pronostiqués par ce monsieur Neil Ferguson, qui fait des modèles mathématiques, nous rappelons. Et pour la grippe aviaire, de même, en 2003, on sait que le SARS a fait quand même 800 victimes, mais heureusement, c'est pas allé jusqu'à une échelle plus longue, plus forte. Et en 2009, c'est pareil. Et là, pour la crise du Covid, Monsieur Neil Ferguson avait prognostiqué, tenez-vous bien, 500 000 morts en France, 500 000 morts en Grande-Bretagne, 2 millions de morts, je crois, aux États-Unis, etc. Alors, malheureusement, les chiffres actuels montrent qu'il y a beaucoup de victimes, mais pas tant que. Et rappelez-vous que notre cher président, Emmanuel Macron, a dit à sa dernière interlocution qu'il, si on ne faisait rien, il allait y avoir 400 000 morts. D'où tient-il ces chiffres? Alors, vous comprenez que déjà, là, en 2009, ce monsieur Jacques Attali, si vous voulez, il ne fait pas de la prophétie. Par contre, il énonce les principes sous-jacents et le dessin politique qu'il a à travers ça, c'est-à-dire de faire accepter ces modifications structurantes par la peur d'une pandémie. On a tout, c'est un aveu là, en fait. Si vous voulez, c'est un aveu. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a vraiment peur. Et en plus, donc, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. Et puis, in fine, le dessein qui est derrière
ce que Jacques Attali énonce, un gouvernement mondial, une fiscalité mondiale, une police mondiale. Si avec cet élément-là, vous n'avez pas compris que la crise du Covid, je ne dis pas qu'il n'y a pas cette maladie et que cette maladie... Alors, il y a deux hypothèses. Est-ce que c'est une origine naturelle? Est-ce que c'est une manœuvre, une erreur de manip dans un laboratoire et puis une fuite? Ou alors la troisième hypothèse, c'est intentionnel et on a fabriqué un pseudo-virus. C'est ce qui est évoqué dans ce documentaire. Pour moi, je n'ose pas écarter, je ne suis pas yésien. Je n'écarte aucune des hypothèses. Les trois se valent, bien sûr, en fonction de ce qu'on croit. Actuellement, on peut miser plus ou moins sur l'une des trois. Mais peu importe finalement. Peu importe finalement. C'est ça où justement il ne faut pas se tromper. On peut ergoter sur l'origine du virus. Voilà, ça va être à des spécialistes de solutionner cette question. Il y a actuellement, je suis sur les résultats des recherches de deux personnages, de deux chercheurs scientifiques du CNRS, Madame Henrion-Caude, Alexandra Henrion-Caude et Monsieur De Crolly, qui ont tirent pas les mêmes conclusions l'un et l'autre, mais ils ont constaté qu'il y avait ce qu'on appelle un gain de fonction sur la protéine spike, spicule, qui se met en contact avec les cellules infectées. Et donc la protéine spike, c'est justement ces petites pointes, la petite pique qu'on voit sur les modélisations des coronavirus. Donc il y aurait une modification sur cette protéine spike avec un gain de fonction, c'est-à-dire une espèce de clivage qui permet de mieux s'adapter à un autre récepteur humain ACE2. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, mais je me suis intéressé à ça et aussi bien M. De Crolly que Mme Henrion-Caude, disons, constatent qu'il y a une modification. L'interprétation, Mme Henrion-Caude penche plutôt pour une modification artificielle. M. De Crolly n'est pas, lui, assure à 100%. Il dit ça pourrait être artificiel, ça pourrait être naturel. On ne peut pas, à l'heure actuelle, le déterminer avec certitude. Il faudrait faire des recherches approfondies sur le sujet. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Peu importe finalement. Parce que la question, elle n'est pas là. La question, c'est l'utilisation que certaines personnes préconisent et certaines personnes influentes, puisque M. Jacques Attali est le parrain, la personne qui a parrainé la candidature de M. Macron, si vous voulez, et qui l'a supporté, entre autres, avec les milliardaires qu'on connaît, M. Patrick Drahi, M. Xavier Niel, M. Bernard Arnault, etc. Mais en tout cas, Jacques Attali a apporté un appui considérable à M. Macron pour qu'il soit le candidat favori et pour qu'il soit élu finalement comme président de la République. Jacques Attali est donc un personnage influençable, on le sait. Il a été conseiller des présidents depuis Mitterrand, sauf M. Jacques Chirac. Bon, alors voilà, Jacques Attali, là, nous dévoile ses souhaits, c'est-à-dire justement d'utiliser une crise comme le Covid pour jouer sur la peur et pour faire en sorte que les gens acceptent des modifications conséquentes et structurantes pour aller vers un gouvernement mondial. Vous voyez, et là, on n'est pas dans la théorie du complot. C'est plus une simple théorie. C'est plus une simple théorie. Ce sont les propos mêmes de M. Jacques Attali. L'Express. Donc, vous pouvez traiter les gens de complotistes. Les gens peuvent me traiter moi de complotiste, si vous voulez. C'est pas là, c'est pas, je pense qu'il faut arrêter avec toute cette simagrée. Il faut regarder les choses en face. Il y a des complots. Et les gens qui dénoncent ces complots, oui, sont peut-être des complotistes. Et alors? Et alors?
Moi, je suis pas en train de dire qu'il y a que, que- qu'il y a une seule personne ou un seul groupe de personnes qui manipule tout. Mais je suis en train de dire qu'il y a des personnes qui ont des intérêts à récupérer les choses et à aller à faire avancer leur agenda politique. Ça, on peut le dire. Voilà. Comprenez? Et ce complot, il convient de le dénoncer parce que ce complot va à l'encontre de la démocratie, puisque c'est M. Jacques Attali lui-même qui le dit. Lui-même qui le dit. Hein, des thérapeutiques écartant, si nécessaire, tous les principes moraux antérieurs. Vous avez bien entendu. Donc, par exemple, d'imposer une vaccination qui serait peut-être pas acceptée par une majorité de la population. Entre autres, ça pourrait venir. Et je crains que ça vienne. Essayez de réaliser ce qui se passe. Essayez de réaliser ce qui se passe. Bon, si vous cliquez sur mes vidéos, c'est que vous avez déjà un soupçon, mais je vous l'ai déjà dit, hein, on n'est plus à minuit moins le quart, on est déjà, l'heure est déjà sonnée. Et réalisez qu'il n'y a qu'une seule façon de vivre debout, de vivre vraiment debout, et pas à moitié comme un esclave. C'est de songer que la liberté, ça ne se prend pas. Vous êtes libre à partir du moment où vous le déterminez. Bonjour chez vous.